Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous, dans un contexte encore une fois qui est particulier, mais je suis quand même extrêmement positif parce que je crois que c'est certainement une des premières fois qu'on arrive à avoir autant de monde du monde de la banque et de l'assurance autour d'un webinar. Donc rien que ça, c'est quelque chose de très positif dans le contexte actuel et je m'en réjouis. Donc j'espère que je pourrai vous aider justement à apporter quelques réponses à vos questions, puisque aujourd'hui, effectivement, la communication, les campagnes digitales et même offline sont généralement les premières choses en fait que l'on coupe. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on doit réellement en fait les couper, et si on ne coupe pas, qu'est-ce que l'on doit faire. Donc on va évoquer durant une trentaine de minutes justement la façon dont on peut maintenir sa communication, dont on peut utiliser et exploiter tout de même des opportunités, puisqu'on va le voir tout à l'heure, il y a énormément d'opportunités en fait en termes de performance. Et l'idée ensuite, c'est après ces quelques tips, c'est de pouvoir échanger en fait avec vous si vous avez des questions, bien évidemment, sur tout cela. En deux mots, qu'est-ce que l'on fait chez Handvoice? On aide les marques, que ce soit donc des annonceurs classiques de tous les secteurs, du retail, etc., à faire de l'acquisition en fait, de nouveaux clients. Donc notre focus est vraiment sur cette génération de nouveaux clients au meilleur coût. Donc ce qu'on appelle en fait le haut de tunnel versus un bas de tunnel avec du retargeting par exemple. Et l'idée derrière ça, en fait, c'est d'exploiter le meilleur de la technologie, donc l'IA et machine learning, pour arriver justement à aller chercher ces nouveaux clients au meilleur coût et dans une logique, on en reparlera certainement tout au long de cette présentation, dans une logique en fait responsable, puisque clairement là on est à un point de rupture sur la publicité où je pense effectivement que les pratiques vont énormément évoluer en fait dans les prochains mois grâce à cet événement, si on peut voir ça comme quelque chose de positif. Deux, trois mots sur la structure. Donc, on est vraiment une boîte dédiée en fait à l'IA appliquée au marketing et à la publicité. C'est 25 experts et du marketing et de l'IA. On a levé plus de 5 millions d'euros. On a plus de 80 clients. On a eu énormément de récompenses en fait justement sur cette innovation. Donc, c'est vraiment une boîte de techno d'IA appliquée en fait à la publicité. Sur le secteur banque-assurance, on a pu lancer des campagnes avec un certain nombre en fait, d'acteurs, donc que ce soit du GMF aujourd'hui, qui est l'un de nos principaux partenaires, le comparateur assurance, la Société Générale, United Credit, etc. Donc c'est un secteur qu'on connaît très bien, à côté d'autres secteurs comme effectivement par exemple le retail lié à la mode ou à la maison, avec qui on travaille énormément aussi. Impact du Covid, j'imagine qu'en dehors de votre situation, de notre situation en fait, personnelle, votre activité a été fortement impactée par le Covid. J'ai essayé de mettre des chiffres derrière pour essayer de quantifier et de matérialiser effectivement l'impact que l'on a aujourd'hui. Il y a tout d'abord en fait une explosion de la consommation des médias, ce n'est pas une surprise, puisque nous sommes confinés. Qu'est-ce que l'on fait? On passe beaucoup plus de temps effectivement devant la télé, plus 45% de la consommation selon Kantar, devant le web, plus 40%, et aussi devant les réseaux sociaux, plus 32%. Donc l'intérêt du digital, c'est d'une part de pouvoir s'informer, de pouvoir se renseigner aussi, effectivement. On a beaucoup parlé d'horaires, d'ouverture, etc. C'est une façon très qualitative en fait, de se renseigner. Mais aussi, on peut s'amuser et surtout rester en contact avec ses proches. Donc, c'est sûr que le digital est plus que jamais en fait, un média clé par rapport en fait, aux autres dans ce contexte-là. Néanmoins, ce que l'on constate, toujours dans une étude Kantar récente, c'est qu'il y a en fait une problématique liée à la confiance. Il y a beaucoup d'informations, des informations qui sont quelquefois contradictoires. Il y a beaucoup d'activistes, je pense que vous le constatez tous, sur notamment les réseaux sociaux. Et lorsqu'on regarde en fait les scores de confiance en France, on s'aperçoit effectivement que les médias traditionnels ont un score assez élevé, 52%, au-dessus des sites gouvernementaux, mais que les réseaux sociaux sont en chute libre. Et ça, c'est simplement la matérialisation en fait, de ce que l'on sent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui est une énorme défiance vis-à-vis des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est une sorte de Far West avec toutes les opportunités et en même temps tous les activistes que l'on peut trouver avec donc beaucoup de notions effectivement de fake news ou de controverses. Et ça se matérialise vraiment justement dans une situation actuelle comme on peut le vivre à travers cette étude.
Alors, l'impact aussi, il est clairement différent selon les secteurs. Il y a un boom, hein, pas de miracle, sur les transactions liées à l'alimentaire. Selon une étude en fait Content Square de mars, ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Il y a a priori aussi une consommation beaucoup plus importante en fait des sites liés à la banque et à l'assurance, donc ce que vous devez constater vous-même. Et à contrario, effectivement, le travel et la mode, c'est beaucoup plus compliqué en fait pour eux parce que c'est fermé et parce que ce ne sont pas non plus effectivement les sujets qui nous intéressent le plus en ce moment, clairement. Sur les investissements, en gros, selon les professionnels en fait, du digital notamment, c'est à peu près moins 40% des investissements sur mars et ça devrait aller jusqu'à moins 80% en avril. Donc derrière ce chiffre, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement deux choses, qu'il y a énormément de marques qui ont coupé leurs investissements complètement, on va y revenir après. Et ensuite, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence sur les espaces publicitaires et que ça offre énormément d'opportunités à ceux qui ont maintenu une présence en ligne. Alors, je suis permis en fait de synthétiser quelques recommandations que l'on pourrait donner à un acteur qui souhaite aujourd'hui communiquer ou qui se pose la question est-ce que je dois le faire. Donc c'est une synthèse de ce que j'ai pu trouver dans différentes études, dans ce que nous constatons aussi à travers en fait nos clients et que je me permets de partager en fait avec vous, en commençant bien évidemment par une partie des tips sur ce qu'il faut éviter. Bon, pas de miracle non plus, hein. Selon l'étude Kantar, on a 68% des internautes qui considèrent qu'une marque ne peut pas exploiter le Covid comme un argument commercial. Donc même si effectivement il peut y avoir derrière un plus produit dans votre offre, ce n'est absolument pas à exploiter, bien évidemment, en ce moment. Un deuxième point, c'est la gestion en fait, de la pression marketing. Comme il y a beaucoup plus d'opportunités publicitaires, beaucoup plus de formats disponibles, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup plus de répétitions pour les acteurs qui sont présents. Je vous ai mis deux exemples que j'ai vécu il y a encore peu de temps. Voilà, lorsque je vais en fait sur un site, je suis retargeté notamment 20 fois, 30 fois, 50 fois. Donc ça, il faut absolument faire en sorte, avec votre partenaire, de limiter un nombre correct, certainement à 3 ou 5 contacts par client, pour éviter effectivement que l'internaute se retrouve agressé. Si je prends une image, c'est un petit peu comme si on vous mettait tous les jours 10 formulaires, 10 prospectus dans votre boîte aux lettres. Ça serait inimaginable de le faire en fait en offline. Pourtant, c'est ce qui existe, notamment en ce moment, avec les espaces disponibles sur la partie retargeting. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en fait à surveiller de très très près. Et l'autre point, qui est la question existentielle, c'est est-ce que je dois stopper? Il y a effectivement de plus en plus des gens qui s'opposent, notamment avec les dernières manifestations qu'on a pu vivre sur les 18 derniers mois, à la publicité. Et en fait, sur cette étude Kantar, on s'aperçoit qu'il n'y a que 8% des consommateurs qui demandent donc aux marques de stopper leurs actions de communication. Donc ce 8%, en fait, il est très faible. Il n'est pas beaucoup plus élevé, effectivement, de ce qu'on a pu constater sur les derniers mois lors de ces manifestations. C'est vraiment, en fait, une petite partie de la population. Encore une fois, ces activistes que l'on voit très présents sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, il n'y a aucune demande des consommateurs, en fait, à stopper. Et c'est d'autant plus important de ne pas stopper parce que stopper, ça a deux impacts. D'une part, ça limite l'impact que vous avez créé à travers tout ce que vous avez pu engager dernièrement. Et surtout, ça renforce les concurrents qui, eux, n'ont pas stoppé. Donc vraiment, stopper, ce n'est pas du tout la solution. Ce qu'il faut, c'est adapter. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors, à essayer, je l'ai mis justement en intermédiaire entre à éviter et à faire. C'est toute cette partie, en fait, qui est très, je pense, proche de certains secteurs, peut-être moins clairement sur la banque et l'assurance, qui est justement sur cette capacité à utiliser l'humour, notamment dans des situations qui sont très, très anxiogènes. On s'aperçoit qu'à travers l'étude Kantar, on n'a que 28% des internautes qui demandent aux marques d'éviter le ton humoristique. Donc, finalement, c'est très peu. Donc Zara l'a fait, Guinness que vous voyez là, on a l'impression que c'est une bière, en fait c'est un canapé. Plusieurs marques en fait l'ont fait, mais c'est évidemment très, très touchy. Voilà, donc je le mettrai effectivement, surtout pour un secteur comme la banque et l'assurance, comme quelque chose à tester avec modération ou peut-être même à éviter.
Ce que je vous propose, c'est de voir les recommandations sur ce qui nous pense intéressant en fait de faire dans ce contexte et toujours basé sur des études que j'ai pu trouver. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les consommateurs demandent en fait aux marques, ce que les consommateurs souhaiteraient comme comportement en fait des annonceurs. Et la première chose qui revient, c'est la notion d'utilité. Comment aujourd'hui un annonceur, une marque, une banque, une assurance peut montrer son utilité aux gens qui sont confinés dans leur vie du quotidien. Donc, typiquement, je suis allé sur un certain nombre de sites du secteur et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de services qui ont été lancés récemment ou moins récemment, mais qui seraient très utiles en fait à promouvoir, comme par exemple celui de la Banque Postale sur le partenariat en fait avec Maxicourt qui permet aux parents de profiter d'un tarif très préférentiel pour justement aider leurs enfants à continuer à travailler durant cette période de confinement. Donc ça, c'est typiquement un très bon exemple de choses en fait à promouvoir. Le deuxième élément pour 62%, c'est de montrer les efforts. Comment un annonceur agit lui-même dans cette phase. Et donc, typiquement, j'ai pris l'exemple, par exemple, de la Maïf, toujours ce que j'ai trouvé en fait sur le site de la Maïf. La Maïf, en fait, redonne une partie des primes qui ne sont pas utilisées, entre guillemets, parce qu'il y a moins d'incidents, il y a moins d'accidents. Donc, c'est 100 millions en fait, d'économies qui sont reversées aux sociétaires. Et typiquement, ça, c'est un très bon geste en fait pour les sociétaires, pour les clients. Mais effectivement, ça serait pris comme une utilisation en fait de la situation en acquisition. Donc ça, c'est quelque chose que je ne conseillerais pas. Par contre, le partenariat qui a été mis en place en fait pour la livraison à domicile, notamment pour les personnes qui sont en difficulté, ça, c'est un très bon exemple de choses que l'on pourrait utiliser justement pour une communication active en ce moment. Un troisième point, c'est cette notion de ton. On parlait tout à l'heure d'une situation anxiogène. Le ton rassurant, c'est justement une façon de détendre un petit peu l'atmosphère. Et donc, c'est quelque chose qui est très important en fait pour les internautes. Donc, on ne doit pas être commercialement agressif en ce moment, on doit être rassurant pour 59% d'entre eux. Et donc, typiquement, une initiative que j'ai trouvée intéressante chez AXA, voilà, il y a bien sûr une participation en fait, d'AXA dans les actions liées au Covid, qui est une participation en fait financière, qui est plutôt corporate. Donc, je ne conseille pas d'exploiter, bien évidemment, cet impact-là. Par contre, il y a la mise à disposition d'un site de téléconsultation, ce qui est énormément utile. Et la façon dont c'est présenté, la télécommunication, c'est simple comme bonjour. Effectivement, ça permet de rassurer les gens sur la capacité justement à trouver un médecin tout en restant chez eux. Et j'ai trouvé ça effectivement très pertinent de la part d'AXA. Voici d'autres exemples de choses que l'on trouve aujourd'hui. C'est L'Oréal qui a créé en fait une cellule pour répondre aux questions des femmes et des hommes sur la pilosité, sur le soin du cheveu, etc. etc. Ça, c'est une très bonne façon pour une marque, L'Oréal Paris, en fait, d'accompagner ses clients dans cette période de confinement. Nike a lancé des défis entre des sportifs de haut niveau et puis des gens comme vous et moi pour essayer de les battre. C'est éminemment smart de leur part parce que ça permet effectivement de valoriser à la fois leurs sportifs, leurs équipements et en même temps de maintenir justement ce lien avec les confinés. Ou même chez Cdiscount, un autre exemple plus proche de nous, où il y a effectivement en fait des cours et des cuisines de décoration, etc., qui vous permettent en fait de profiter justement de l'expertise. Donc, ce qui est réellement important dans tout ce que l'on voit là, c'est cette notion justement de valeur. Voilà. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut communiquer sur les valeurs de la société, les valeurs de l'annonceur, les valeurs de la marque, beaucoup plus en fait que sur les offres. C'est clairement ce que les gens attendent. Hashtag utilité, transparence, empathie, c'est exactement ce que les consommateurs attendent. Et là, il y a clairement en fait des opportunités puisque les consommateurs sont aussi en demande de services. Il y a une opportunité également, c'est de prendre du temps pour mieux connaître en fait les prospects. Ça, c'est quelque chose que l'on a fait justement il y a quelques semaines en fait avec un de nos partenaires Magimix, où on a étudié le comportement en fait des internautes avant et après leur visite en fait justement sur le site de Magimix. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Et l'idée, c'était de challenger justement, on va dire les réflexes, les intuitions, le fruit des études du marketing et de voir, voilà, vous pensez que vos clients
sont tel ou tel persona? Est-ce que c'est réellement le cas lorsque l'on étudie exactement ce qui se passe sur votre site en amont et en aval? Et ça, typiquement, ça a permis en fait de trouver un persona qui n'avait pas été du tout identifié par les équipes marketing de Magimix et de pouvoir compléter justement ces personas afin de développer un nouvel axe de communication. Ça, c'est des sujets que l'on pratique maintenant de plus en plus et qui sont très intéressants parce que du coup, ça permet de mieux comprendre les internautes et ce qui va faire le lien avec cette slide-là, de mieux les cibler. Plus que jamais, la notion de segment aujourd'hui explose complètement. Le segment, c'est mettre quelqu'un dans une boîte. Il est intéressé, il n'est pas intéressé, c'est un homme ou c'est une femme, il est CSP+, ou pas, etc. On peut bien imaginer que dans un contexte comme le Corona, cette notion de segment, de mise en boîte de quelqu'un, alors que toutes les situations, toutes les situations sont complètement personnelles et individuelles, voilà, ça va voler en éclats. Chez Envoy, c'est vraiment quelque chose déjà que l'on a en tête depuis le début en fait, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est l'individu. C'est pas le segment, c'est pas un groupe de personnes, c'est l'individu. Chaque individu est vraiment typique à ses propres besoins, ses propres attentes, à ses propres comportements. Et plus que jamais en ce moment, voilà, il faut vraiment éviter de gérer sous forme de segments, de mettre les gens, de penser qu'ils sont comme ça et qu'ils vont se comporter comme ça. Il faut passer à un ciblage, à une analyse, à une compréhension qui est complètement individuelle. Et ça aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies chez nous, mais il y en a d'autres, bien sûr, sur le marché, qui permettent en fait d'arriver à ça. Et ça, c'est un point qui me semble fondamental, c'est de cibler la bonne personne, véritablement, surtout dans un contexte aussi complexe que celui que nous avons connu. Enfin, que nous connaissons encore d'ailleurs. L'intérêt aussi, c'est de continuer à communiquer. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'opportunités publicitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a une surconsommation du web, il y a de plus en plus de pages avec des publicités qui sont vues et il y a moins en moins de campagnes. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'opportunités publicitaires qui permettent justement d'affiner le ciblage, d'être plus précis, d'acheter moins cher. Et je vais vous montrer en fait quelques chiffres des campagnes que l'on a en ce moment, de voir qu'il y a une énorme évolution entre la situation il y a 2 mois, 3 mois et la situation actuelle. Et il y a une vraie opportunité pour ceux qui ont la capacité justement à y aller en ce moment. Ça, c'est une moyenne, c'est la moyenne en fait globale que l'on a avant Covid sur banque, finance, assurance. Grosso modo, aujourd'hui, lorsqu'on crée en fait des campagnes pour les acteurs de ces 3 secteurs, on va avoir des campagnes qui sont quasiment à 100% des campagnes avec des nouveaux utilisateurs. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher des nouveaux utilisateurs, des gens qui ne sont pas encore venus justement sur le site de l'annonceur. Le coût à la visite qualifiée, c'est hyper important pour nous. Ce sont les gens qui vont rester plus de 2 pages. Donc là, ça va permettre de sortir toutes les personnes qui ont cliqué maladroitement et qui n'arrivent pas sur le site, ou alors qui arrivent et qui repartent, et donc d'enlever ce qu'on appelle le taux de départ, le taux d'arrivée, pardon, et le taux de rebond. Et donc là, nous, on va se concentrer justement avec nos partenaires sur ce trafic, cette audience qualifiée, c'est-à-dire des gens qui vont rester. Et ça, c'est typiquement le coût de la visite qualifiée en moyenne, encore une fois, que l'on a sur ce secteur. Et le CPL, c'est un KPI que vous devez très bien connaître. Donc, c'est le coût par lead. Généralement, c'est un formulaire sur votre secteur. En moyenne, encore une fois, en mélangeant banque, finance, assurance, on arrive à des choses autour de 39 € avant Covid. Ça, c'est ce qu'on obtenait donc avant cette période-là. Et voici quelques chiffres sur ce que l'on connaît actuellement, spécifiquement, justement, j'ai pris là le secteur de l'assurance. On a aujourd'hui une diminution qui est très nette du CPL. En janvier, on était à 30 € du CPL. On était à 14 € en février. On sentait déjà les choses venir. De l'autre côté, en fait, on a vu très clairement des changements. On est à 7,50 € en fait en mars et on est à 4,30 € en fait au mois d'avril. Donc sur un volume qui est plus important, parce que du coup les annonceurs avec qui on travaille ont mis plus d'argent justement, plus d'investissement en ce moment. Donc c'est pas une question effectivement on va dire d'étroitesse du volume. Maintenant c'est vraiment une question de performance supplémentaire. Pourquoi? Parce que le taux de transformation, comme vous pouvez le voir, en fait a quasiment doublé. On avait un taux de transfo de 3,3 en janvier, il est à 6,4 au mois d'avril.
Et plus qu'il y a plus d'inventaire publicitaire, le prix des CPM ont très fortement chuté, moins 35%. En moyenne, on achetait à 34 centimes en janvier, en programmatique, et on est à 22 centimes en avril. Donc, in fine, pour les annonceurs, que ça soit, et on constate exactement la même chose dans tous les secteurs d'activité que l'on suit, dans le retail, dans la mode, etc. Pour les annonceurs, effectivement, qui peuvent encore annoncer, clairement, c'est une opportunité énorme parce qu'effectivement, vous pouvez faire 5 à 10 fois plus efficace avec le même investissement. Donc, plus que jamais, plus que de stopper et de renforcer vos concurrents, c'est justement maintenant où il faut être en fait actif tout en suivant les recommandations que j'ai pu vous synthétiser justement précédemment. Donc, en synthèse, justement, voilà ce qu'il faut éviter. Essayer, je pense que sur un secteur comme la banque et assurance, ça me semble un petit peu touchy. Pourquoi pas sur d'autres secteurs, bien évidemment. Et par contre, à faire, voilà, en gros, c'est une synthèse. C'est vraiment cette notion de communication sur les valeurs, beaucoup plus que sur les offres. Il faut revenir, en fait, aux fondamentaux. Comment une société accompagne les gens, contribue justement à l'activité de la société. Ça semble, c'était fondamental. On le sentait arriver sur les derniers mois et c'est plus que fondamental maintenant. J'espère que ça le sera également dans les prochains mois post-Covid. Profitez-en pour mieux comprendre, mieux appréhender les besoins de vos clients. Et justement, dans ce contexte-là, vous avez la capacité en fait de mieux cibler et donc de toucher de manière plus efficace vos consommateurs sans les perturber dans leur consommation. Voilà, j'ai essayé de synthétiser tout ce qui me semblait important de prendre en compte justement pour vos campagnes de communication actuelles. S'il y a des questions, avec plaisir pour y répondre. Super, merci beaucoup Alban. Moi j'étais assez impressionné quand même de cette variation de performance publicitaire. Enfin, passer d'un coût par litre de 30, plus de 30 euros à 4 euros, c'est Ouais. quand même. Enfin, je pense que. On n'a jamais vu ça. Honnêtement, il peut y avoir des variations. On n'a jamais vu ça. Et c'est vraiment ce qu'on constate sur tous les secteurs. Donc, c'est pas propre en fait à la banque, à l'assurance. On gère plusieurs dizaines de campagnes aujourd'hui. Et honnêtement, c'est assez impressionnant. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà, c'est un contexte qui est très particulier. Donc, effectivement, c'est une opportunité, clairement. Exactement, c'est complètement une opportunité. Alors écoute, Alban, j'ai deux petites questions. J'ai une question de Mégane, donc, qui est chef de projet acquisition, donc je pense que ta réponse va beaucoup l'intéresser, qui demande, mais étant donné que les personnes sont moins intentionnistes, notamment sur l'assurance, est-ce finalement rentable de faire de la publicité en ce moment? Alors, c'est justement pour ça que j'ai pris donc ça va bien tomber le secteur de l'assurance, donc la slide qui est juste avant. Ça, c'est le secteur de ce qu'on constate en fait sur tous nos annonceurs assurances en ce moment. Donc, la réponse, elle est éminemment oui. Et on voit justement pourquoi, parce qu'encore une fois, les conditions d'achat sont meilleures, clairement, et parce que les taux de transformation sont nettement meilleurs. Et ça, c'est une raison relativement simple. On a tous du temps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? C'est ce que je mettais en fait en préambule. On va échanger avec ses proches, on va se renseigner sur le Covid, etc. Mais aussi, on va s'informer. Et typiquement, moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment pour la fourniture en fait d'internet à la maison. En gros, c'est quelque chose que j'ai sur un post-it sur mon frigo depuis 6 mois. Je n'avais pas le temps en fait de regarder ça. Et ben aujourd'hui, j'ai le temps justement un peu plus de pouvoir regarder les différentes offres. C'est exactement ce qui se passe en fait sur la banque et l'assurance. Il y a un challenge énorme avec l'arrivée des néobanques. Tout le monde commence à entendre parler. Les néo-assurances, etc. C'est justement une occasion en ce moment que les consommateurs ont pour regarder, s'informer, se renseigner et donc potentiellement quitter un acteur pour un autre. Ouais, tu as complètement raison et je pense aussi que c'est vraiment aussi post-contexte de crise que aussi ça va se jouer et les marques qui auront joué le jeu, on va dire, et qui auront été présentes en fait sur toute cette période de confinement auront du coup forcément derrière beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de business à générer finalement. Oui, c'est exactement ça. Et la relation avec les consommateurs, elle sera aussi différente. En gros, encore une fois, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a les gens qui sont présents dans les mauvais moments et les gens que vous ne voyez plus du tout qui reviennent après. Et ben, les gens qui sont présents, vous avez une relation différente avec eux. Et c'est exactement la même chose dans la relation entre une marque et un consommateur. Tout à fait. Et donc, moi, j'avais une question plutôt vraiment technologique, on va dire. Justement, face à tous ces changements de comportement, de consommation sur Internet,
Comment est-ce que vous, concrètement, technologiquement, votre solution fonctionne et s'adapte justement, tu vois, à tous ces changements, de toutes ces pratiques qui sont assez nouvelles? Comment est-ce que vous, concrètement, technologiquement, ça fonctionne? Alors, je pense que notamment cette baisse, par exemple, cette baisse en fait du CPL là, que l'on peut constater, elle est clairement due à la techno que l'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, si on était dans une approche de segment, je suis persuadé qu'on ne l'aurait pas du tout. Parce qu'en fait, effectivement, on viserait toujours les mêmes personnes, des personnes qui ont été identifiées comme potentiellement intentionnistes il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois, et on n'aurait pas du tout ça. En fait, aujourd'hui, ce que l'on fait, donc nous, on est vraiment une boîte d'IA. Hein. À la base, en fait, on ne faisait pas la publicité, on est une boîte d'IA. Donc, en fait, on a développé des algos qui vont permettre d'identifier justement un score d'appétence entre un consommateur et une marque, entre un consommateur et un produit, entre un consommateur et une catégorie en fait de produits, en fonction de son comportement individuel. Donc, on suit aujourd'hui à peu près 40 millions de personnes tous les mois en France. On va analyser avec leur consentement, bien évidemment, leur parcours, et on va créer en fait ce qu'on appelle un voisinage, donc qui va permettre en fait de voir ce qu'une personne est en train de faire et en train de préparer et ce qui pourrait en fait l'intéresser. Ce qui veut dire qu'en gros, aujourd'hui, on brasse à peu près 15 milliards de ce qu'on appelle des signaux faibles. Donc, ce n'est pas une requête, hein, c'est vraiment une visite sur un post de blog, c'est une visite sur un article précis, etc. On va prendre en fait de manière très spécifique toutes ces consommations. Donc, ce n'est pas juste un site, hein, c'est vraiment un article, un contenu. On gère à peu près 15 milliards en fait, d'actions de ce type-là et on va créer en fait pour des gens et le faire évoluer de manière automatique tous les jours, justement des scores d'intention. Et ce qui va permettre en fait d'avoir quelque chose qui s'adapte très très vite. Et donc typiquement, lorsque je vois cette baisse, nous on était hyper surpris en fait de cette baisse de CPL. C'est parce qu'en fait les algorithmes ont tout de suite changé la façon dont ils ciblaient en fait les consommateurs pour identifier des gens qui étaient encore plus intéressants, encore plus appétants. Et donc cette technologie en fait qui est bouclée avec du machine learning, donc en gros qui permet un apprentissage automatique en permanence, ça permet justement de s'adapter beaucoup plus vite qu'une stratégie entre guillemets classique de segment. Aujourd'hui, les gens ne sont plus du tout dans des segments. Aujourd'hui, chaque personne est spécifique à ses propres problèmes, à ses propres situations de confinement. Et effectivement, ce ciblage individuel, c'est clé et on le voit typiquement dans les résultats qu'on a obtenus. Encore une fois, ça a été très rapide parce que les algos individuels en fait ont permis de le faire. Très clair, merci Alban. On a le temps de répondre à vraiment une toute dernière question en quelques mots, s'il te plaît Alban. Est-ce que tu peux du coup nous donner votre modèle d'attribution? Est-ce que les performances que tu mentionnes, c'est sur du post-click à 30 jours, 15 jours, 7 jours ou bien sur du last click? Oui, alors en fait, nous on est en haut de tunnel. Donc le haut de tunnel, c'est pas du last click. Parce que le last click, effectivement, va être récupéré par des acteurs qui sont bas de tunnel, type le retargeting. Nous, notre job, en gros, c'est d'apporter des gens qui ne viennent pas en fait sur le site de l'annonceur. Donc le last click, on ne travaille pas du tout en last click parce qu'effectivement, on va avoir sinon les acteurs du retargeting qui vont utiliser justement les gens qu'on a identifiés comme intéressants. Donc pour être clair, nous, on est en post-click avec, en gros, généralement, on est en post-click 15 à 30 jours en fonction du type de secteur et on a un tout petit post-view qui est de 24-48 heures parce qu'on s'aperçoit effectivement, aujourd'hui, on a mené en fait des analyses qui permettent de voir que sur des durées très courtes, le post-view en fait a un impact, notamment en haut de tunnel